Bonsoir, 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 bonsoir. Voilà, ce soir c'est la voix. La voix qui nous chahute émotionnellement. Coucou Émilie. Voilà, la voix sous toutes ses coutures. Et on va voir les coutures émotionnelles avec Émilie puisqu'elle va se présenter. Mais elle a écrit un bouquin absolument magnifique avec tout plein d'éléments pour nous accompagner sur la compréhension, voilà, de ce que peut nous proposer notre voix. Et c'est très très vaste, hein. Donc voilà, je l'attends avec impatience. Coucou, salut. C'est un petit peu coupé, il faudrait que je me baisse un peu. Oh là là, ça y est. Attends, moi j'essaye de couper un peu. Je suis en train de bloquer mon téléphone. Vas-y, prends ton temps. Moi c'est pareil, tu vois, il faut aussi que je me mette bien d'équerre, mais bon, je vais me baisser un peu. Est-ce que tu es bien? Ouais, presque. Presque. Est-ce que c'est bon là? Ouais, c'est bon. Je me recule aussi, peut-être, je ne sais pas. Voilà. Là, je serais peut-être plus synchrone avec toi. Voilà, je pense qu'on est pas mal. Ouais, on est bien. Voilà. Pas trop loin, parce que sinon, on n'entendra pas ta voix non plus, hein. Oui, oui, t'inquiète pas. Mais là, Non. moi, je ne vois pas le haut de ma tête. Mais toi, tu me vois? Ouais, mais t'es quand même, voilà. Si t'es loin, là, je vois ton visage. Voilà. Moi, c'est pareil, tu vois. Il faut que je m'avachisse. C'est ça. Bah, moi, c'est un peu pareil, parce que si je suis bien là, tu vois, on voit plus rien. Donc, je suis obligée d'un peu avancer, mais écoute, tant pis, c'est pas grave. Voilà, là, on est bien. Ouais, on est bien. Bon, écoute, merci de tout cœur d'avoir accepté cette invitation. Ben, merci à toi pour l'invitation. Ouais, écoute, je suis ravie. C'est la joie du partage. Donc, j'étais en train de dire tout au début, mais voilà, on va revenir dessus. Mais l'occasion, c'est aussi de parler, voilà, de ton travail exceptionnel. Donc, gros livre en 4 grosses parties. Et puis, tu vas te présenter aussi, voilà, découvrir sa voix, s'affirmer, prendre la parole et révéler son potentiel. C'est un bouquin qui est, à mon avis, à offrir à tout le monde. Euh, et oui, parce que là, pour le coup, tu vois, ça commence, tu sais, avec les ados, quand on est tout jeune, on ne sait pas comment parler aux autres. Enfin, je trouve que c'est un bouquin de développement personnel absolument exceptionnel. Ben, merci beaucoup. Moi, ça me fait plaisir ce que tu dis parce que j'ai toujours des petits doutes, des questionnements par rapport à ce livre, parce que j'y ai mis beaucoup de choses et qu'il y a mon histoire personnelle dedans, donc il y a de la narration, et il y a de la théorie issue de mes recherches de journaliste sur la voix, et puis parce que je suis passionnée par le sujet depuis longtemps, et puis il y a de la pratique et beaucoup d'exercices entre 50 et 60. Euh, donc c'est un pavé. Mon fils qui a 18 ans là, évidemment. Tu vois, Lui, voilà, il est je suis en plein dedans. assez, mais voilà, je sais pas s'il s'en sert au quotidien. Après, il est un peu baigné dedans depuis qu'il est tout petit, donc il connaît peut-être déjà pas mal d'exercices que j'y ai mis dedans. Et puis, il a été un peu un cobaye parce que je me souviens quand il avait, je sais pas, il marchait pas encore, peut-être 10 mois. Je l'ai emmené à mes cours de théâtre et de comédie et il était assis comme ça, il regardait, donc il a vraiment été ouais, baigné dedans et je pense qu'il y a des choses qu'il a intégrées. Donc il a lu toutes les parties autobiographique et il m'a dit ah ouais maman j'ai appris des trucs que je connaissais pas ouais, c'est cool et tout mais je sais pas s'il fait des exercices honnêtement. Après, tu sais, c'est peut-être pas toi qui va dire qu'il fait des exercices. Si ça se trouve, il les fait et tu vois, t'es pas au courant de Il tout. n'est pas obligé hein Non, bien sûr. Non, mais ce que je veux dire, c'est que voilà, c'est tellement bien construit que tout le monde peut se retrouver et on est. Enfin, je veux dire, c'est quelque chose. La voix, ça concerne tout le monde en fait, hein. ouais ouais ça a priori à quelques exceptions près on en a.
Alors moi, j'avais connu une personne sourde, hein, en tout cas malentendante, et qui avait quand même une voix et qui sortait des sons, donc qui étaient un peu gutturaux, on va dire, hein, mais le son est là quand même, la voix est là, et ça n'empêche pas que, même si le son peut paraître dissonant pour nous, cette voix, elle existe. Donc, c'est important, je trouve. Et tu vois, en me préparant pour me remettre du rouge à lèvres et tout, il y avait ma chatte qui était là et qui était en train de vocaliser aussi. Donc, tu vois, les animaux aussi, ils ont des voix. Hein. Sûr, ouais, ouais. Moi, j'ai 3 chats et il y en a pas un qui fait le même miaulement. Et je suis Exactement. capable de savoir qui me parle sans regarder, enfin, qui me parle. J'aime bien dire ça. Comme... Moi, Bah je oui, bien sûr qu'ils parle, parlent. mais je suis capable de dire qui me parle sans regarder, juste à entendre leur intonation, leur Exactement. prosodie. Mais je pense que tout le monde est capable de ça. Donc, on n'a pas forcément besoin des mots. Parfois, juste l'intonation. Et je pense là d'ailleurs à ma tata qui a eu un accident grave, qui a fait un AVC et qui s'en est pas remise, qui aujourd'hui ne parle qu'avec des oui et des non. Ok. Elle a perdu les mots, mais elle Ouais. a perdu la voix. Et je fais référence à elle dans un de mes exercices d'ailleurs dans le livre. Et c'est très fort parce que on parle toutes les deux avec des oui, 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 oh, oui, 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 non, non, ah non, ah bah non. Et puis parfois elle fait des non qui veulent dire des oui. Et puis parfois elle dit des oui qui veulent dire des non. Et on se rend compte que les mots, en tous les cas, évidemment, pour avoir des nuances, c'est difficile sans les mots. Mais en tous les cas, dans l'expression de ses émotions, justement, elle n'a pas besoin des mots. Le oui et le non lui suffisent. Et la musicalité de la voix et l'expressivité de son visage lui suffisent. C'est un sujet un peu sensible pour moi, ma tata, parce que c'est vrai, j'ai qu'une tata. Et qu'elle m'a élevée en partie. Enfin, on a été très, très proches. Et la voir perdre l'usage de la parole, c'était très dur, surtout pour elle, mais aussi pour moi, parce que c'est quelqu'un avec qui je parlais beaucoup. Elle était bavarde, ouais, très bavarde, très vivante, etc. Et on a trouvé d'autres biais de communication, mais toujours avec la voix. Bon, avec le toucher aussi, ça, c'est moins le sujet du jour, mais le fait qu'elle ait quand même la possibilité d'émettre des sons, ça, ça permet de garder un lien quand même. Un lien Ouais. très sensible, hein, parce que les sons de la voix, c'est très sensible. Ça utilise nos cordes sensibles. Exactement. Et ça utilise vraiment nos émotions pour le coup. Hein. Mm. Après, c'est très perceptible à ce que nous sommes dans notre intimité. Mais on sait bien quand quelqu'un nous téléphone et qui dit oui, oui, ça va. T'es sûr, t'as une drôle de voix. Ça nous arrive tous de dire, on met en doute, au-delà des mots prononcés, dans la vibration de ce qui est dit, on sent bien que la personne n'a pas l'air d'aller bien. Et à un moment donné, tu évoques aussi la partie du sourire. Ouais. Moi, j'avais appris ça, tu sais, en marketing téléphonique. Je voulais être actrice et du coup, moi, je travaillais là-dedans pour me faire des sous, pour payer mes cours. Et j'ai appris à sourire en parlant au téléphone. Et ça change mais toute la mélodie de la voix, évidemment. Ça change tout parce que ça change la position des lèvres, la position des joues, et que, eh bien, toute notre physique contribue à notre émission sonore et à la forme que va prendre notre voix. C'est vrai que sourire, ça peut permettre de tricher parfois. On le sait, hein, à la radio. Toi, tu t'évoques le téléphone. Il y a des très bons comédiens. Donc, des gens, si on les connaît pas très bien, qu'on les a au téléphone, on se rend pas forcément compte qu'ils vont mal parce qu'eux, ils ont appris la- par des techniques vocales à tricher, notamment par le sourire, effectivement. Donc voilà, on peut tricher, c'est vrai. N'empêche que la voix, si on triche pas avec, elle est le témoin de beaucoup de choses et surtout des émotions à un instant T. Moi, j'aime pas trop parler de la voix comme témoin de l'âme. Ma spiritualité ne va pas jusque-là, parce que je pense que l'âme est bien plus complexe que
qu'une simple voix, mais je pense qu'elle est témoin en tous les cas d'un état d'esprit à un instant T. Et comme les gens peuvent tricher un peu avec leur voix et comme on peut acquérir des techniques vocales et puis comme il y a l'autre, celui qui écoute, celui qui reçoit, qui a son propre jugement, ses propres projections sur la voix qu'on a, tout ça fait que pour moi c'est difficile de dire que notre voix est le reflet de notre âme et que on peut tout lire dans la voix. Je lis beaucoup ça. Je suis pas tout à fait d'accord avec ça. Je dis attention aux interprétations. En tous les cas, c'est un très bon témoin de nos émotions. Ah ben ça, c'est certain. Moi, il m'est arrivé quelque chose d'important dans ma vie, une conversation qui m'a fait prendre conscience de l'importance de la relation au corps, hein, tu vois, avec l'émotionnel. J'ai entendu quelque chose qui m'a laissé sans voix. Tu sais cette expression, ça m'a laissé sans voix. Et j'ai été aphone pendant 3 jours. Alors que j'ai déjà été, pas aphone, mais tu sais, avec la voix un peu cassée, quand tu vas à des concerts et que tu te mets à brailler. Mais là, ouais, je suis vraiment restée sans voix. Et ça m'a tellement sidérée Ouais. que je n'ai pas pu prononcer de son pendant 3 jours. Ouais, c'est étonnant et pourtant, hein, quand ça arrive. C'est dingue. Bon, en fait, bon, c'est une histoire très personnelle, mais c'était tellement fou ce que j'ai entendu. C'était tellement surréaliste, ça ne rentrait tellement pas dans mon cerveau. Tu sais, bon, moi, il y a des moments où je peux me taire tellement je me dis, bon, prends du temps avant de répondre, mais là, c'est même pas ça. C'est pas voulu. C'est le corps qui a pris le relais et qui a dit, bon, bah écoute, je ne sais plus quoi te dire non plus. Donc, il faut quand même se rappeler que la voix, même si elle traduit nos pensées, c'est quand même, elle vient d'un mécanisme corporel. exactement. C'est une émission d'air au travers de nos cordes vocales et qui, en passant au travers de nos cordes vocales, les fait vibrer et produit des sons qui vont varier en fonction de la manière dont on positionne notre langue, nos lèvres, nos joues, etc. Et on a appris à produire certains sons en parlant et puis à l'école, etc., etc. Mais à la base, c'est quelque chose de purement physique qui vient traduire nos pensées par des mots qu'on a appris dans notre culture, dans notre langue, etc. Mais c'est très physique. Donc si et comme les émotions, c'est très physique aussi, c'est une traduction aussi c'est une réaction assez vive et ponctuelle à comment dire, des stimuli extérieurs. Ben, en fait, la voix et les émotions, c'est très physique, c'est des manifestations très physiques, donc c'est très lié, d'autant plus que quand on est par exemple stressé, on est tendu, donc on est tendu de partout. On va pas respirer de la même manière, on va pas avoir la même posture. Or, la voix, elle a besoin de quoi pour être émise? D'air. Et Ouais, qu'est-ce qui émet le corps? Qu'est-ce qui émet l'air? C'est le corps. Euh, donc forcément, comme nos émotions sont liées à notre corps et que notre émission vocale est liée à notre corps, quand on est pris ou prise par les émotions, eh bien notre voix comment dire, oui, le transmet ce qu'on est en train de vivre. Enfin, on peut, par des techniques, apprendre à un peu cacher nos émotions. Mais ça, c'est autre chose. Moi, je pense qu'il faut le faire en conscience et en sachant ce qu'on fait. C'est-à-dire que quand on veut travailler sa voix pour cacher nos émotions, faut pas le faire à nos dépens, faut pas le subir, faut le vouloir. Et faut parce que c'est pas toujours bon de cacher ses émotions en fait. ben, en fait, des fois, on pense que c'est bon et que ça va nous sauver la mise, mais en fait, la nature reprend le lead de ça parce que on sait bien que ça n'a qu'un temps en fait. Oui, oui. Et des fois, c'est nécessaire aussi de temporiser, on va dire, de faire tampon aussi entre l'information, le stimuli et notre capacité aussi de recevoir. Et là, justement, pour le coup, j'ai pas pu masquer quoi que ce soit parce que, je veux dire, là, fini quoi. Voilà. Le corps décide
décide à notre place, C'est effectivement, ça. on va avoir une extinction de voix, comme tu disais. Exactement. Et c'est là où je me suis aperçue que j'avais été très très choquée finalement, au Ouais. point de ne plus pouvoir. Parce que peut-être que j'aurais pu, voilà, j'aurais pu raconter l'histoire en me disant bon bah voilà c'est comme ça, mais non. Non. Ça m'a terriblement marqué, c'est certain. Et puis même aussi, bah après j'aimerais bien que tu te présentes aussi, parce Ah qu'on oui. on est parti sur les chapeaux de roue, mais j'ai eu l'occasion aussi de faire une retraite de silence. Ouais. Et c'est très intéressant aussi, alors je fais le lien, rien à voir, hein. Je sais pas pourquoi je pense à ça, mais si, ça a du sens. Comment elle s'appelle, notre chère Céline Dion aussi, qui se tait aussi. Non, mais tu vois. Au-delà du fait que ce terre repose nos cordes vocales, ça c'est un fait. Ouais, Après, les retraites de silence ou le silence, c'est aussi s'accorder la possibilité de s'écouter soi, exactement. d'écouter ce qu'on se dit dans notre tête, parce que c'est pas parce qu'on se tait vocalement qu'on se raconte pas plein de trucs dans nos têtes. Et puis c'est aussi l'occasion, si on en a la possibilité, d'écouter les autres et de mieux écouter le monde extérieur. Donc c'est très intéressant. J'accorde une partie de mon livre au silence et à C'est pour ça que l'écoute j'en parle. au tout début. Ouais, ouais. Ça me paraît faire partie aussi de la base. D'ailleurs, comment apprend-on à parler notre langue? C'est en écoutant notre mère, notre père, etc. C'est en se taisant qu'on apprend aussi à parler. Et après, on vocalise, on essaie, on réessaye, et on finit par réussir à dire les mots qu'on nous apprend. Mais ça passe par l'écoute. Et oui, l'accent aussi, hein, ça passe par l'écoute, les intonations, exactement. Et puis c'est comme ça aussi qu'on peut lire sur le visage des gens qui nous entourent quand on est Mhm. petit, des émotions même sans qu'ils ne parlent. Donc c'est comme ça aussi qu'on apprend le langage non verbal. Est-ce que tu veux bien te présenter, Émilie, pour le coup? Ouais. T'as Let's go. 3-4 heures? Moi, je m'en fiche, hein. Ah, tant qu'Instagram coupe pas, on y va, Alors, hein. dis-moi sous quel angle? Parce que non, mais Il y je a peux raconter plein de choses, mais Moi, j'ai pas d'angle, tu sais, je suis pas journaliste. Le but, oui, c'est c'est vrai. vraiment de t'accueillir et qu'on passe un bon moment ensemble et de faire découvrir bah, ton travail, qui tu es, ta personnalité. Et c'est ça qui me plaît, tu vois, Émilie. Après, tu peux donner des petits tips à droite, à gauche et C'est ça parce que j'ai plein de trucs à dire. bah, bien sûr. Une grande bavarde qui était une grande timide quand elle était petite. Ça, j'en parle justement dans mon livre. Euh, J'adore l'idée de la timidité. Tiens, je vais commencer par ça. Donc moi, j'étais vraiment très très timide quand j'étais petite. Une maman comédienne, un papa journaliste, des gens qui prenaient la parole, qui avaient des voix qui portent, qui prenaient beaucoup de place. Salut maman. Euh, et moi, on me disait toujours que j'avais une petite voix, que j'étais toute mignonne, mais je prenais pas beaucoup de place. Je m'affirmais pas beaucoup par la voix. Et puis quand il fallait réciter une poésie, c'était très compliqué. Même quand il fallait jouer de la flûte, c'était très compliqué. Je m'évanouissais à l'école très facilement. Donc c'était difficile pour moi de. Bon, j'étais bavarde hein, avec mes copines et tout, mais j'étais quand même une enfant très sage, plutôt discrète. Et aujourd'hui, je suis une grande bavarde. Je ne sais pas si je suis très discrète, ça, c'est plutôt aux autres de le dire. Mais j'étais très timide. Et ce qui est intéressant dans la timidité, c'est un mot que j'entends souvent chez les clients que j'ai, les clients en entreprise ou les particuliers, c'est je suis trop timide. Et moi, j'adore les gens timides. Bien sûr. Parce que la timidité, en fait, c'est une volonté de parler, mais on n'ose pas. Mais on l'a la volonté, mais on la réfrène. Donc la volonté est là, l'intention est là chez le timide ou la timide. Et moi, ça rejoint aussi. Enfin, tu vois, Comment? c'est juste qu'il y a un frein et il faut lever ce frein. C'est pas du tout pareil que les introvertis, les vrais introvertis, qui n'ont pas forcément envie de dire. Chez le timide, il y a une envie. Et voilà, on n'ose pas, il ose pas, il se met des limites. Moi, j'adore les gens timides parce qu'en fait, ça veut dire que il y a le feu en dessous. C'est ça. Et puis le fait d'oser aussi faire des choses et justement, je trouve que
ça décuple aussi cette observation, tu vois, dans ce retrait qui est pas de l'introspection personnelle, mais dans cette timidité de pas pouvoir, voilà, peut-être lever le ton de la voix ou de prendre la parole. Je Souvent, trouve ça très très joli aussi d'observer. d'observation et d'analyse, tu as tout à fait. Exactement. Ouais. Et ça, c'est quelque chose que alors, moi, je ne peux pas considérer que j'étais une grande timide, mais moi, c'était plus de. Enfin, oui, j'osais pas par crainte, déjà, oui, par crainte de prendre une place, déjà, ça, c'est. Voilà. Et puis, de la dévalorisation aussi, je me comparais énormément aux autres. Donc, forcément, ça renforçait aussi mon retrait. Mais de par ce fait, j'ai pu énormément observer en fait. Et c'est pour ça aussi que j'ai voulu être actrice parce que je faisais du mimétisme avec ce que je voyais, avec l'admiration que je pouvais avoir tu vois, pour les personnes qui étaient, qu'évidemment que je modélisais, on va dire, hein, que je trouvais comme des exemples. Et c'est dans cette observation-là aussi que j'y ai puisé beaucoup de créativité, tu vois. Les timides, c'est une super base de travail parce que derrière des timides se cachent souvent des grands orateurs et des grandes oratrices Bien en sûr. devenir. Et moi, j'adore travailler avec les gens qui me disent ah, je suis timide. Allez, on y va. Ah ouais, non. Donc voilà, j'étais une grande timide. On m'aurait dit quand j'étais petite, tu travailleras avec ta voix, tu en feras ton métier, tu feras du théâtre, tu feras de la radio, tu prendras la parole en public. Et en plus, tu adoreras ça. J'aurais dit n'importe quoi, vous dites n'importe quoi. C'est clair. Un livre sur la voix, n'importe quoi. Et en fait, si. Donc voilà, j'étais une petite fille, ouais, timide, complexée même. Parce que à force d'entendre tes petites voix, oh la mignonne petite fille, nanana, hein, je finissais par croire en tout ça, par croire que j'étais cette personne-là, alors qu'au fond de moi, je sentais qu'il y avait un clown, tu vois, mais juste sortait pas, quoi. Et, euh, et du coup, j'ai commencé par des métiers où on était plutôt, plutôt des métiers techniques, toujours dans les arts du spectacle, mais plus à la technique. Donc, j'ai fait beaucoup de montage vidéo. J'ai toujours fait du théâtre hein, quand même, mais voilà, mes premiers salaires, c'était plutôt dans le montage. Quand je suis rentrée à Radio France, je suis rentrée en tant que réalisatrice à RFI. Ensuite, j'ai fait attachée de production pendant des années à France Bleu, France Inter et puis France Bleu National après. Donc, je suis passée par l'écrit. Et tout ce temps que certains pourraient imaginer comme du temps de perdu, tu vois, c'est un temps que je suis restée dans ma coquille. Moi, je ne le regrette pas parce que ça a été exactement ce que tu dis, un temps d'observation qui aujourd'hui me sert. Enfin, sans ce temps d'observation-là, je pense que j'aurais pas écrit de livre. Je pense que j'aurais pas travaillé l'écrit autant que je l'ai fait. Et l'écrit me sert aussi beaucoup pour la voix. Sans ce temps d'observation-là, qui était long, je me serais pas botté le cul à un moment donné. Donc, je le regrette pas. Mais voilà, jusqu'à mes 30 ans, disons, jusqu'à la naissance de ma fille, je suis restée, enfin vraiment, ça fait partie de tout ce que je raconte de manière autobiographique dans le livre. Euh, Jusqu'à mes 30 ans, je suis restée en posture d'observatrice. Et à partir de 30 ans, quand on m'a tendu le micro, alors là, Alors, comment ça s'est passé? C'est toi qui as provoqué cette prise de micro ou on t'a dit bah, pourquoi tu le ferais pas? c'est moi qui l'ai provoqué. Ouais. Donc, ma fille est née, comme à peu près tout le monde, j'ai eu un petit temps où j'ai arrêté de travailler et puis je voulais pas retourner au boulot. Je voulais pas me remettre le cul sur une chaise derrière un bureau pendant 8 heures par jour. Ça commençait à devenir très difficile, mais d'autant plus difficile que je me projetais dans cette petite fille. C'est-à-dire que tant que j'ai eu un garçon très jeune à 21 ans, je faisais du théâtre à côté de mon boulot, bon, ça me suffisait. Quand j'ai eu une fille, je me suis dit, mais quel exemple je vais lui donner plus tard? Quelle femme je suis, en fait? Avant d'être une mère, quelle femme je suis? Et ça a été terrible, parce qu'à partir de ce moment-là, je me suis dit, je peux pas. J'avais déjà envie de faire de l'antenne, de faire plus de théâtre. Je préparais les sujets pour les journalistes, mais c'était jamais moi qui les traitais, donc j'étais frustrée parce que j'avais l'impression parfois de mieux connaître les sujets qu'eux qui passaient à l'antenne. Je leur donnais les fiches et puis ils se débrouillaient avec mes fiches et moi j'écoutais et je me disais non mais il a pas dit ça, non mais il a pas posé telle question, mais
ah mais je maîtrise vachement mieux le sujet que lui et pourtant c'est lui qui le fait. Et finalement, je devenais presque aigrie, tu vois. Non seulement je m'emmerdais une fois que j'avais fini mes fiches, mais en plus je devenais presque aigrie. Et là, je me suis dit, il faut que je m'écoute. Mais je suis tombée enceinte, j'ai eu un petit temps comme ça. Et là, quand j'ai eu ma fille, ouais, ça a été vraiment le déclic. C'est je veux être. Alors, un exemple, ça fait prétentieux, mais je veux pas que ma fille puisse se dire ma mère, elle a pas été au bout de ses rêves. Ça fait un peu con de dire ça. Mais Oui, mais je elle a comprends pas ce que tu veux osé dire. faire ce qu'elle a pu faire. C'est Et ça. comme je voulais lui transmettre comme valeur, euh, justement, de s'écouter et d'oser, d'avoir du courage, etc. Bah, je me suis mise au travail très vite. Donc, je suis retournée bosser derrière mon bureau à mi-temps et puis j'ai construit un projet de formation. Parce que moi, j'avais ce besoin, et j'explique pourquoi dans mon livre, de me sentir légitime à prendre le micro. Je me sentais pas de sauter comme ça dans le vide. Parce qu'il y a quelque chose de l'ordre de sauter dans le vide, d'en prendre la parole en public. Et pour une fille qui a le vertige, c'est difficile. Mais voilà, donc j'ai monté un dossier de formation et puis tout en gardant mon salaire de Radio France, j'ai fait l'école de l'INA, de l'Institut national de l'audiovisuel, pour ceux qui ne connaissent pas. On ne sait pas tellement que c'est une école, on pense que c'est vraiment un centre d'archivage, Tout à fait. mais en fait c'est une grande école qui propose beaucoup de formations reconnues. Et puis c'est une école publique de formation sur la voix, le journalisme, la télé, etc. Et j'ai été prise. On était très peu de personnes. Enfin, il y avait beaucoup de candidats et très peu de prix. Donc déjà, c'était première victoire. J'ai passé. Donc, je suis retournée à l'école et ça a été génial. Vraiment, si certaines personnes d'ici me suivent, enfin, si certains anciens, comment dire, certains anciens camarades de cette formation me suivent, ils pourront témoigner à quel point ça a été génial pour nous tous de faire cette formation. Et je me souviens, la première fois qu'on m'a fait rentrer dans le studio radio, alors pour moi, un studio radio, c'était mon quotidien. Hein. Je rentrais dedans puisque je préparais les fiches des journalistes et je travaillais à la radio depuis 9 ans. Mais on m'a dit, assieds-toi, vas-y, présente-toi. Une espèce de stress est monté. Et en même temps, c'est ce que je leur ai dit. Je leur ai dit, putain, là, je crois que vous m'avez ouvert le micro, je vais plus jamais le lâcher, quoi. Et ça a été vrai. Ça a été mais un kiff. Je me suis sentie à ma place avec la trouille, en ayant la voix qui tremble. C'était pas forcément bien, mais je me suis sentie bien. Je me suis sentie tellement bien. Et ce jour-là, je me suis dit, j'ai bien fait. Et puis après, tout s'est enchaîné. J'ai quitté Radio France, j'ai travaillé dans plein de radios différentes. Euh, j'ai fait plus de théâtre. Enfin, ça a été le début d'une grande aventure qui ne s'est jamais arrêtée. Tu n'as pas fait Allô Macha, mais voilà, il y a des mystères aussi derrière les voix. Hein. Il y a plein de mystères ouais, derrière les voix. Euh, Qu'est-ce que je pourrais dire là-dessus moi, j'aime bien l'idée que derrière les voix, il y ait du mystère, qu'on n'interprète pas tout, qu'on n'analyse pas tout. J'aime bien, euh, j'aime bien me plonger dans une voix comme on se plonge dans un bain. Je suis une auditrice de radio depuis toujours, puisque mon père faisait de la radio. Et je le raconte dans mon livre. Il a même annoncé à ma mère qu'elle était enceinte de moi à la radio, au journal. Il a fait son journal et puis à la fin du journal, il a dit et j'aimerais dire à ma femme que j'ai été chercher les résultats et on attend un bébé. Donc voilà, mon histoire avec la radio, elle commence. Et la voix, oui, c'est clair. C'est magnifique. Et, et donc, enfin, mon père, dans la voiture, il écoutait la radio. J'allais à la radio avec lui quand j'étais petite. Donc, j'ai été bercée par des voix de radio. Et j'aime toujours autant, même si j'écoute plus peut-être de podcasts aujourd'hui, mais j'adore en fait. Magnifique. Il n'y a pas d'image. Et puis, de me plonger dans la voix ou les voix de personnes et pas analyser. Alors j'ai un petit problème hein, quand même, c'est que maintenant, comme en plus je suis prof aussi à l'INA, là où j'ai été élève,
et puis que je suis prof, j'ai une oreille un peu déformée. Parfois, j'ai une petite tendance à entendre pas tant les défauts des voix, parce que je pense pas que les voix aient des défauts, mais j'entends les défauts de montage, de coupe, etc. Parfois, les gens qui écoutent la radio avec moi me disent que je suis insupportable parce que je dis ah là, il y a eu une coupe, ah là, enfin bon, bref. Mais quand le contenu est bon, souvent, je me laisse emporter et vraiment, c'est comme un bon bain chaud, quoi. C'est, j'analyse plus et je plonge dans le mystère d'une voix et dans l'histoire qu'elle me raconte. Et c'est un gros kiff aussi d'être auditrice. Et je pense que tu vois, on en revient à ce que tu disais tout à l'heure. Avant aussi de travailler ma voix, j'étais une auditrice. J'ai écouté beaucoup, beaucoup de voix. J'ai écouté la voix de mes parents, mais j'ai écouté aussi la voix de beaucoup d'animateurs, de journalistes. Et puis j'ai été à leur service pendant des années en étant attachée de production. Tout ça, ça a fait mûrir les choses en moi. Moi, je pense qu'il ne faut jamais se dire j'ai fait ça trop tard ou j'aurais dû faire ça plus tôt. Chaque chose en son temps. C'est vrai que pendant 10 ans, je me suis un peu fait chier parce que j'ai fait du travail de bureau. Mais ce travail de bureau, je ne l'ai pas fait pour rien. Et j'en suis convaincue. Donc, je ne regrette pas. Oui, après, tu sais, tout a du sens aussi dans tous les emplois que nous faisons et ça fait partie de notre parcours, hein, donc, alors, j'ai pas compris, Céline, je sais pas ce que tu dis. Mon premier cours Ouais, s'est fait au rythme d'une course à pied. Je devais même penser à respirer, mais je vois pas de quoi tu parles en fait. tu Ton connais, premier, toi? Tu sais qui oui, c'est une personne que j'ai formée aux fleurs de bac. Mais là, je comprends pas le sens de ce que tu dis, Céline. Donc, si tu peux c'est? nous apporter quelques éclairages, ce Mon serait premier cool. au rythme d'une course à pied, Ouais, je devais même penser à respirer. Alors, c'est rigolo parce que ça me fait penser à une élève à moi qui s'appelle Estelle. ouais. Et je ne sais pas si elle nous suit, mais je suis sûre qu'elle va regarder cette vidéo. Je suis un peu perturbée parce que Céline dit je suis devenue formatrice au bout de 15 ans de soins. Alors voilà, moi je connais pas Céline. En tous les cas, ça me fait penser à Estelle. Et D'accord. Estelle, euh, après notre premier cours ensemble, je lui ai dit, c'est drôle, parce que ça fait vraiment écho à ce que je viens de lire. C'est pour ça que j'étais un peu perturbée. Je me suis dit, c'est Estelle? Non, c'est pas Estelle, c'est une Céline que tu connais. Je lui ai demandé de travailler sa voix en marchant vite, parce que Estelle, elle me disait, moi, j'aime beaucoup la marche. Et pour travailler sa respiration, un rythme fluide de respiration, etc., je lui ai demandé de faire des exercices en parlant à sa copine de marche, donc sur de la course à pied, on pourrait dire, et justement en lui demandant de penser à respirer. C'est ce que nous dit Céline. C'est incroyable. C'était pas moi sa prof, hein, pourtant. Non, Ou alors c'est quelqu'un qui a un pseudo. Mais... bah, c'est possible. Non, non, Estelle, elle n'a pas de pseudo. Et je donne pas toujours cet exercice aux gens. Mais oui, ça fait partie des exercices qu'on peut donner. C'est très intéressant de parler en marchant parce que ça demande une certaine endurance supplémentaire. Et la marche impose un rythme et impose un rythme à notre respiration. Et si on veut pouvoir continuer à parler sans s'essouffler, il faut bien bien maîtriser sa respiration sur la marche. Mais la marche est un outil pour bien la respirer puisque la marche est cadencée et donne un rythme intéressant. Donc je me retrouve tout à fait là-dedans, Céline. C'est comme le chant et la danse, hein, c'est sortir un son de sa voix quand on bouge, c'est très compliqué, hein, pour pas avoir Ah bah ouais, cette les chanteurs saccade. dansent en même temps, c'est un enfer. Enfin, c'est pas un enfer, c'est génial, mais c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail pour chanter en live, hein. C'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui sont en playback quand ils dansent. Parce qu'arriver à faire des acrobaties tout en chantant en live et en chantant juste et en maîtrisant sa voix, c'est un travail colossal de réussir à faire ça. Alors moi, je précise, d'ailleurs, dans ma présentation, je suis spécialiste de la voix parlée, pas chantée. J'ai fait du chant, j'en fais toujours un peu dans ma salle de bain. Mais non, j'utilise le chant comme un outil, mais un outil pour développer sa voix parlée. Je suis pas chanteuse. Même si, voilà, j'ai fait partie d'une chorale
toute petite et que j'ai toujours un peu chanté, mais c'est pas ce que j'ai travaillé le plus et c'est pas mon outil de travail au quotidien, on va dire. C'est ça, c'est pas la même chose. J'en parlais un peu, mais je ne suis pas chanteuse. Non, mais après, on peut avoir des voix très mélodieuses et très, très chantées en parlant, hein. Oui, oui, bien sûr. Et puis C'est même, la même chose. on a une voix trop mélodieuse quand on parle, ça fatigue aussi. Donc, Ouais. tu sais comment on appelle la mélodie d'une voix? Vas-y, dis-moi. Ça s'appelle la prosodie. On parle souvent de la prosodie d'une voix. Par exemple, tiens, je vais faire un petit coucou à un ami à moi. Souvent, quand on lui pose une question et qu'il n'a pas bien compris, il répète la question en faisant toujours la même intonation qui est nananana. Et je me fous de sa gueule parce qu'à chaque fois genre, tu lui dis un truc, il n'a pas compris, et il fait, je sais pas, vas-y, pose-moi une question. Je sais pas, quelle est ta couleur préférée? Quelle est ma couleur préférée? Et je lui dis qu'il a une prosodie, dire, enfin, c'est rigolo parce qu'il se laisse emporter par sa propre prosodie. Tu sais, c'est comme quand on récite une poésie à l'école et qu'on met pas le bon ton. C'est ça. Les enfants disent nanana, 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 nanana. Nanana, 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 nanana. Et ben là, tu vois, j'enlève les mots, je remplace par nanana, mais on pourrait remplacer par la la la, et je fais juste la mélodie de la voix. Et on a tous une prosodie assez personnelle, ça fait partie de notre identité vocale, et c'est intéressant d'en sortir aussi parfois. Et parce que notre prosodie, elle nous enferme un peu dans les quelques notes qu'on utilise pour parler. On utilise 3, 4 notes pour parler, alors que pour chanter, beaucoup plus, par exemple. Mais on a souvent cette même façon d'utiliser nos notes sur lesquelles notre voix est confortable. Ça fait partie de ce qui fait le charme de notre voix, mais ce qui aussi parfois l'enferme un peu dans quelque chose comme si on s'enfermait dans toujours la même mélodie vocale. Tu Mais vois, c'est une forme de confort aussi. de sortir un peu de Ouais, ces habitudes, de ces mélodies toutes faites. Tu vois, ouais, ouais. qu'on subit, qui sortent de nous sans qu'on y pense. Encore une fois, il ne faut pas les effacer parce que c'est ce qui fait notre particularité, notre identité vocale. Ouais. Mais quand on s'y accroche trop, parce que on a peur de parler différemment, ça peut desservir notre discours ou le message qu'on a à faire passer quand on parle de communication. Oui, mais des fois, on n'a pas conscience aussi qu'on a cette façon aussi d'être dans cette respiration, dans ces trois, quatre notes, Ben oui, on n'en a pas conscience, mais sauf quand on s'écoute. quand on travaille dessus, voilà. Ou alors quand on est en colère ou quand on est triste, tu vois, là, on sait qu'on n'est pas sur la même. Alors, je sais pas si c'est. Dans notre zone de confort, en fait. C'est ça. Après, le confort, il est aussi là. Tu vois, moi, je parle vraiment plus fort, hein. J'ai l'impression que tu m'entends pas, donc je Ah force bah, ma je voix. t'entends très bien. Non, mais tu vois, c'est ça, c'est pas pour moi, c'est pas confortable. Parler plus fort, c'est moduler l'intensité du son. C'est comme C'est pas augmenter, la prosodie. mais c'est pas, ça change pas forcément la prosodie et les notes que tu utilises. Tu peux faire la même note tout bas ou très fort. Ouais. Faut pas confondre le volume sonore et notre tessiture. Alors la tessiture, elle va de la note la plus basse qu'on peut faire à la note la plus haute, pardon, mais on en parle surtout au chant, puisque en fait notre tessiture de voix parlée, elle est très très réduite. Encore une fois, elle correspond à 3, 4 notes qui correspond aussi à la position de notre pomme d'Adam quand en fait tu as la pomme d'Adam qui est devant le larynx et derrière il y a les cordes vocales. Donc la pomme d'Adam, on dit souvent que c'est la protectrice des cordes vocales et, euh, et quand elle est détendue, elle, elle protège nos cordes vocales et on est dans notre zone de confort. On va pas parler comme ça parce que si on parle comme ça, la pomme d'Adam, il est très très haut et on va Ouais. finir par se faire mal.
c'est pas pour C'est rien ça. qu'elle est là pour protéger notre corde vocale, nos cordes vocales. Donc moi, j'utilise beaucoup le travail à partir de la pomme d'Adam pour faire découvrir aux gens quelle est leur zone de confort, c'est-à-dire la zone, les quelques notes dans lesquelles ils parlent. Et après, je leur apprends à moduler ces notes différentes de d'habitude, où elle est un tout petit peu plus dans les aigus ou un tout petit peu plus dans les graves. Parfois, il y a des gens qui parlent justement toujours un peu trop aigus, c'est-à-dire qui forcent sur leur corde vocale. Donc, je leur apprends en fait, à descendre leur voix dans les graves, mais pas parce que ça fait plaisir à la société, mais juste pour reposer leur corde vocale. Et à d'autres qui parlent toujours très dans les graves et qui aussi peuvent se faire mal. Donc, il y a un premier travail qui est de trouver ces médiums, sa zone de confort, d'en prendre conscience et de prendre conscience que le travail de la voix, alors oui, on veut tous la travailler pour mieux passer un message, pour mieux communiquer, etc. Mais c'est avant tout l'idée de se faire du bien, d'être dans une zone où on se fait pas mal aux cordes vocales, euh, on, on a une respiration qui n'est pas trop éprouvante, etc. Et une fois qu'on est bien dans notre voix, c'est le titre de mon livre, une fois qu'on est... Non, mais c'est pas pour rien que Bah non. Une fois qu'on est bien dans notre voix, on peut beaucoup mieux communiquer. Mais ce que je leur apprends, avant tout, c'est à avoir un rapport intime avec leur voix, à ne pas s'en servir uniquement pour paraître plus ceci ou plus cela. Ou... C'est d'abord à sentir où est-ce qu'ils sont bien avec. Et Oui, après, mais Émilie, il y a, il y a plein de gens qui n'aiment pas entendre leur voix. ouais, mais parce qu'on a l'habitude en fait. Hein. Une fois qu'on a l'habitude de notre voix, bah, par exemple, quand on travaille à la radio, on se réécoute après. Au début, c'est un supplice, et puis après, on se connaît très bien, on la connaît, et qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, on s'y habitue. C'est juste qu'on n'a pas, on a l'habitude de l'entendre par notre oreille interne et notre oreille externe, tandis que quand on s'entend sur les enregistrements, on l'entend tel que les autres nous entendent. On l'entend pas par notre oreille interne. Donc il y a une différence. Et souvent il y a une différence, c'est-à-dire euh, en notre défaveur. Ah, il y a un téléphone qui sonne là, c'est pas grave. C'est-à-dire que quand on écoute notre voix enregistrée, on la trouve toujours plus aiguë et on se dit ah merde, mais en fait je parle comme ça. Alors c'est pas tout à fait juste. C'est ça. C'est comme ça que les autres nous entendent, grosso modo. Et encore, c'est comme ça, mais ils ont aussi leur propre déformation due à leur propre physiologie. Donc, c'est difficile de savoir exactement comment est notre voix, puisque nous, on l'entend déformée, les autres l'entendent déformée par les enregistreurs et les déformés. Finalement, notre voix, c'est un mélange de tout ça. C'est ça. Et à partir du moment où notre voix, c'est un mélange de tout ça, on va pas y penser toute la journée, on va pas se dire oui, mais alors comment les autres me perçoivent, etc. Le plus important, c'est de se dire comment moi je suis bien. Une fois que je suis bien dans ma voix, je peux communiquer ce que je veux. Mais c'est comment moi je suis bien. On ne peut pas maîtriser totalement la manière dont les autres nous entendent. Enfin, en tous les cas, nous entendent notre timbre. Donc, c'est pas tellement sur le timbre qu'on va agir que sur notre manière d'utiliser notre voix, sur toutes ses possibilités et sur l'intention qu'on y met et l'engagement qu'on y met. Je lis souvent dans les livres sur la voix ou dans les articles sur la voix que notre voix nous habite. Alors oui, elle nous habite puisqu'elle fait vibrer l'eau de notre corps, qui constitue la majorité de notre corps, et nos os aussi. Donc elle nous habite, oui, elle nous fait vibrer, puis quand on la porte, elle fait vibrer aussi les autres. Mais moi, j'aime pas trop cette image en fait, parce que je trouve qu'elle est biaisée. Si on se dit que notre voix nous habite, ça nous décrit un peu comme quelque chose de vide, tu vois. Moi, j'aime Pourquoi? bien parce que c'est comme un vide à remplir par la voix, tu Ok, vois. ok, ok. Laissez votre voix vous habiter. Ouais, mais moi, je suis pas vide. Je suis pleine d'organes, je suis pleine d'intentions. Bah, justement, c'est l'inverse. C'est tout le corps qui habille la voix, en fait. Alors, voilà, c'est ça qui est important pour moi. Moi, j'essaie d'aider les gens
à habiter leur voix. Bien sûr, C'est-à-dire que dans la communication, dans le message à passer, c'est qu'est-ce que tu mets de toi dans ta voix et que tu vas projeter à l'extérieur. complètement. Oui, c'est un fait. Notre voix nous habite dans le sens où elle nous fait vibrer. Mais si on s'arrête à cette image-là, Je suis d'accord avec toi. on a une image de nous comme une enveloppe vide habitée par notre voix. Et on reste dans quelque chose qui ne communique pas, puisque voilà, on cherche juste à faire vibrer notre corps. Alors c'est important de faire vibrer notre corps, mais dans la communication, on cherche un lien vers l'extérieur, on cherche à projeter. Et ce qu'on projette, c'est du nous. Et donc on habite notre voix. Et quand on habite notre voix, voilà, on peut dire n'importe quoi. Non, pas n'importe quoi, mais Bah, on peut dire n'importe quoi. on peut. Mais voilà, De traduction et des mots qu'on choisit, etc. L'art oratoire, ça reste quand même complexe. Hein. C'est composé de notre voix, mais aussi de notre pensée, de notre faculté à organiser notre pensée, nos arguments, les mots qu'on choisit, et, etc. et, et au-delà de ça, tu sais bien qu'il y a des voix, très peu de mots prononcés et on a le poil au garde à vous. Ouais, ouais. Donc il y a bien quelque chose qui fait écho à cette subtilité qui est indicible, Il y qui a est plein, énergétique, vibratoire. Comment? il y a plein d'études qui essayent de nous expliquer pourquoi certaines voix, plus que d'autres, nous font vibrer. Alors oui, il y a des raisons physiologiques. Les graves font vibrer plutôt le bas du bassin, les graves touchent au ventre. Il y a plein d'explications à la fois physiologiques et d'études qui sont menées. Moi, ça m'intéresse pas tant que ça. Parce que, encore une fois, comme on le disait tout à l'heure, j'aime le mystère d'une Bien voix. sûr, la J'aime ça, je sais magie, pas pourquoi. bien sûr, Tu vois, j'aime cette voix pour tout un tas de raisons. bien sûr. Et j'essaye de pas trop les interpréter parce que les interprétations sont assez nocives. Je t'expliquais ce que je veux dire par là. Et il y a toute une réflexion sociale même qui va derrière. Souvent dans les études que je vois ou dans les interprétations qu'on fait des voix, il y a une voix grave égale une voix de quelqu'un à qui on peut faire confiance, une voix de quelqu'un qui a du pouvoir, une voix aiguë égale quelqu'un de fragile. Okay. Il y a ces espèces d'associations Stéréotype, hein. euh, ouais, qui en fait, alors, peuvent être soutenues par des études, mais ce qui est intéressant, c'est de voir à quel point finalement ça vient d'interprétations liées à notre culture et à notre société. Une voix grave égale une voix plutôt masculine, une voix aiguë égale une voix plutôt féminine. C'est un fait. Les femmes muent comme les hommes, mais on a la voix qui baisse entre quand on est petite fille et grande fille de 2 ou 3 notes. Les hommes peuvent avoir la voix qui baisse de 2 octaves, c'est-à-dire de 16 notes. Je dis peuvent. Donc c'est un fait, c'est lié au fait que ils sont plus corpulents, c'est lié au fait qu'ils ont plus de testostérone que nous, 10 fois Mais plus. regarde, la voix de Fanny Ardant, c'est une voix qui est très grave. C'est une voix très grave qui est liée à plein de facteurs en fait. Peut-être qu'elle a eu un peu plus de testostérone au moment de sa vie C'est que possible, d'autres. bien sûr, Peut-être qu'elle a une gorge un peu plus bien épaisse. sûr. Peut-être que donc il y a des facteurs physiologiques, etc. Mais il se trouve quand même que j'ai encore aujourd'hui des femmes qui m'appellent et qui me disent bonjour, je vais changer de poste, ou je voudrais postuler à tel ou tel poste, qui est un poste de pouvoir, et je trouve que j'ai une voix trop aiguë et je Ah voudrais ouais, m'aider à avoir une voix oh, plus ok, grave parce que je serais plus prise au sérieux. ok. Ça, c'est un vrai sujet. Ouais. À quel moment est-ce qu'il faut qu'on ait une voix plus d'homme pour être prise au sérieux? Moi, j'irais plutôt du côté des croyances et d'aller chercher un peu, tirer le fil, parce que pour le coup, c'est Voilà. très, très subjectif tout ça, hein. Moi, j'ai envie de dire à ces femmes, et c'est ce que je les invite à faire, et c'est le travail que je les invite à faire, c'est si vous avez une voix trop aiguë et qu'elle vous
dérange, vous, parce que vous la trouvez trop aiguë, parce que ça vous fait mal quand vous parlez avec cette voix aiguë, alors ok pour faire descendre de quelques notes votre voix. Si vous le faites pour rentrer dans les cases que nous impose la société, qui correspondent à des cases créées par un monde machiste, c'est non. On peut très bien, avec une voix aiguë, une voix de femme, avoir du pouvoir. Alors après, est-ce que c'est le monde de la société qui impose ce type de critères ou est-ce que c'est la personne elle-même qui a une représentation du monde de l'entreprise et du pouvoir qui est en relation avec ses croyances parce que son père lui-même avait... Tu vois, c'est... Un peu des deux parce qu'on ne peut pas nier le poids de l'inconscient collectif. Dans l'inconscient collectif, une voix grave égale une voix d'homme. Une voix aiguë égale une voix de femme. Mais c'est une réalité aussi, c'est-à-dire qu'en général, les femmes ont des voix plus aiguës que les voix d'hommes. C'est un fait. Ensuite, il y a tout un inconscient collectif qui s'est construit autour du fait que les hommes ont eu, jusqu'à encore peu de temps, et puis encore dans beaucoup de pays aujourd'hui, plus de pouvoir, de postes à haut pouvoir que les femmes. Donc, on a associé l'homme, donc la voix d'homme, à plus de pouvoir. Et ainsi de suite. Et tout ça fait partie d'un inconscient collectif qu'on nourrit enfin moi, je ne veux pas le nourrir en tous les cas en acceptant pour ça que je dis ça. Voilà, d'aller dans ce sens-là. Je dis aux femmes, moi, ce que je vous propose, c'est d'explorer votre voix et de vous apprendre à vous en servir au service de votre message, de ce que vous avez envie de dire et de gagner en pouvoir, mais en ayant une voix de femme. Ça m'intéresse pas. Déjà, j'ai pas de baguette magique, je peux pas faire. Enfin, il y a des opérations qui existent, etc. Mais le feu en vaut pas la chandelle. Des opérations au niveau des cordes vocales, on peut baisser la voix d'une ou deux notes, mais il faut que ce soit intéressant pour la personne, pas juste pour pouvoir rentrer dans des cases. Et en plus, nourrir un discours qui nous dépasse et qui est complètement machiste. Une femme peut avoir du pouvoir avec une voix de femme, avec une voix aiguë. La preuve en est Greta Thunberg, quoi. Enfin, je veux dire, c'était une petite fille. Ça ne l'a pas empêchée d'être une grande oratrice avec sa voix de petite fille. Parce qu'elle a mis d'elle-même dans sa voix. Et ça, c'est hyper important. Donc moi, je suis très engagée sur cette notion-là. Les interprétations sur la voix m'exaspèrent en fait. C'est comme si on s'amusait, par exemple, on fait écouter des voix aux gens et puis on leur dit, décrivez cette voix avec 3 adjectifs. Donc, ils vont entendre une voix de fille, ils vont mettre, je sais pas, douce, fragile, aiguë. Donc, ça veut dire quoi? Que la personne qui vient de parler, douce, fragile et... Non, pas forcément. En fait, c'est là où je dis que attention aux interprétations parce que les caractéristiques qu'on donne à une voix ne correspondent pas forcément au caractère de la personne. Non, puis encore une fois, c'est très subjectif. Et c'est très subjectif. Donc, il y a tout un travail aussi de déconstruction. Exactement. Des jugements autour de la voix. Tout à fait. On est plus sur la croyance, à mon sens, qu'autre chose. Après, même si c'est scientifiquement prouvé et statistiquement prouvé. Mais en fait, c'est ce que je disais, je me suis peut-être mal exprimée justement, c'est que toutes les études montrent quand même qu'il s'agit d'interprétations. Bien sûr. Et les interprétations, ça n'a pas de grande valeur scientifique. Donc oui, en général, les voix graves, comment dire, on a tendance à faire plus confiance aux voix graves qu'aux voix aiguës. C'est un fait, on a pris des panels. Tu te rappelles du film Chantons sous la pluie, tu te rappelles, hein? J'adore. Bah, c'est un peu ça quand même, hein? C'est... Ouais. Et ouais, là pour le coup, c'est très très insupportable, hein? Mais je veux dire, on nourrit cette idée-là. On la nourrit, on l'entretient. Et c'est une idée fausse. Complètement. Et moi, voilà, j'aime bien mettre en avant que les voix de femmes peuvent être de très bonnes porteuses de messages
ils peuvent avoir beaucoup de pouvoir, en fait. Tiens, regarde, j'ai mis un t-shirt. T'arrives à le lire à l'endroit, là? Alors, do you know Yes. our power? Yeah. Ouais. Bon, j'ai pas trouvé de t-shirt encore avec marqué The Power of Your Voice. Voice, en fait. Peut-être qu'un jour, je créerai le mien. Bah, tu vas le faire, ouais, ce sera plus cool. Tu vas demander à quelqu'un de te le fabriquer. Mais celui-là, il est pas mal, déjà. Il est très beau. On va tous te le voler. Bon, je sais pas si je suis vraiment partie sur les émotions, là, mais De toute voilà. façon, tout ça, bah, en fait, si, parce que quand tu parles de cette femme qui vient te consulter pour descendre de 2 octaves pour accéder à un On a poste, pas une là, je vais pas te parler des fleurs de bac, mais très évidemment, moi, je prends le relais dessus parce que si toi, entre guillemets, il y a des pistes d'exploration sur justement tout ce domaine-là, donc évidemment, il y a plein d'exercices. Donc, allez-y, c'est très, très bien construit. C'est un très beau cadeau de Noël aussi à faire. Parce que je trouve que voilà, après, c'est le jeu de mots est facile, mais trouver sa voix. Quand on trouve sa voix, je trouve qu'on trouve aussi son chemin. Après, bon, c'est peut-être très vulgarisé, mais être bien dans sa voix, c'est quand même être bien dans ses pompes, enfin, dans son corps, assumer voilà, d'entendre ces sons qui sortent de notre bouche, et quand ils nous reviennent, et ben, c'est OK. En fait, c'est à partir du moment où on apprend à écouter notre voix et à travailler avec, ça devient un gros kiff. Alors au début, il y a ouais, mais j'aime pas ma voix. Ok, bon, bah, t'aimes pas, on s'en fout, c'est ton outil. Donc il va Bien falloir sûr, faire avec. Et qu'est-ce que tu peux faire avec? Et là, les gens se rendent compte qu'ils peuvent faire plein de trucs avec. Pas que chanter d'ailleurs, hein. bien sûr. Quand on arrive à dire ce qu'on a envie de dire, quand le message est reçu, quand bah, c'est un gros kiff. Et puis quand on se rend compte aussi du bien qu'on peut se faire avec la voix, du fait on peut se masser le corps avec la voix, qu'on peut masser un bébé, accompagner un massage avec sa voix. Tu vois, chez les Tibétains, par exemple, le home, il n'est pas là par hasard. Quand tu as un groupe de méditants en ronde qui font tous un home, c'est hyper vibratoire, Bien quoi. sûr. Quand on Moi, j'ai rit, déjà fait, c'est fabuleux, hein. c'est fabuleux. Quand on rit ensemble, c'est hyper vibratoire. Ça fait, bon, au-delà du fait que ça fait les abdos, pour soi, c'est aussi une énergie partagée énorme. Donc la voix, c'est pas que parler, c'est Non, aussi, mais c'est aussi des sons qui sont très puissants, quoi. Et quand on en a conscience, on sort de l'ego de je trouve ma voix belle ou pas belle, ou j'aime ma voix, j'aime pas ma voix, on s'en fout en fait. C'est qu'est-ce qu'elle peut t'apporter, qu'est-ce qu'elle peut te faire à toi et aux autres. Et là, ça devient un outil fabuleux. et puis on peut en jouer de sa voix aussi, et puis Ah ouais, on peut raconter des histoires aussi aux enfants en prenant des voix. Moi, j'ai beaucoup, beaucoup fait ça. Les enfants adorent, hein. Ça fait des histoires avec des personnages qui sont exceptionnels. je sais qu'il y a beaucoup de gens timides qui me disent, alors je leur dis, comment vous utilisez votre voix, à quel moment vous aimez bien utiliser votre voix. Eh bien, ça revient très souvent que les gens me disent, bah, ça va, j'arrive à me lâcher quand je lis des histoires à mes enfants. Génial, continue, Bah, lis bien plus sûr. d'histoires à tes enfants. Sauf que maintenant, il va falloir qu'on transpose ça dans la vraie vie aussi. Jouer des personnages, c'est génial. Bah oui, c'est génial. Ça permet justement de sortir de sa zone de confort et d'aller explorer toutes les possibilités de notre voix, de changer de prosodie, de changer un peu de tessiture, etc. C'est en ça que le théâtre est aussi un outil fabuleux pour travailler la voix. C'est que par le biais d'autres personnages, sous la couverture d'autres personnages, on tente des choses qu'on tenterait pas dans la vraie vie, au quotidien. Donc moi, je me nourris aussi beaucoup d'exercices de théâtre, en fait. On fait passer des messages aussi. Jouer au théâtre, hein. Ouais. Jouer, c'est quand même amusant. Et ben, on peut jouer de sa voix. Et tu disais juste tout à l'heure, trouver sa voix, c'est trouver son chemin. Ça résonne évidemment avec l'histoire, avec ma propre histoire et puis l'histoire des gens que j'accompagne. Mais je voudrais apporter une toute petite nuance à ça. C'est que pour moi, on n'a pas une voix. On a des voix. On a plein de voix. Et
ça rejoint ce que je suis en train de dire sur les personnages qu'on peut jouer quand on fait du théâtre, etc. Je sais pas, tout le monde s'est rendu compte un jour que on change de voix en fonction des gens à qui on va s'adresser. On va pas parler pareil en fonction des émotions qui nous traversent, en fonction de si on parle à un enfant, si on parle à un adulte, à notre vieille tante. Euh, en fait, on a plein de voix et c'est OK. Et plus on joue avec toutes ces voix, plus on explore nos capacités vocales, plus on voit sa voix comme une véritable ressource. Alors on va dire c'est ma voix, on va pas dire c'est mes voix, mais dans ma voix, il y a plein de voix. C'est toute la richesse d'une voix, c'est qu'il y a plein de voix. Et c'est pareil, je m'inscris un peu en faux avec toutes ces techniques vocales qui nous invitent à trouver juste une voix, notre voix, comme si C'est on en avait possible. une, tu vois. On a plein de voix, on a un panel de notes, on a un panel d'associations de notes, de prosodies possibles. Euh, c'est comme si on disait, tu vois, d'un instrument qui pouvait jouer qu'une note, quoi. Nous, on peut jouer plein de notes avec notre voix. Faut pas en abuser. Après, ça s'appelle chanter. Mais même dans la voix parlée, on peut énormément s'amuser. Moi, c'est ce que je veux, c'est que les gens s'amusent avec leur voix, qu'ils finissent par trouver que c'est un outil fiable et, euh, et assez amusant, en fait. Je me souviens quand j'étais dans un rendez-vous avec enfin, dans mon projet d'écriture pour mon livre sur la voix, justement. Euh, je disais à la personne qui me recevait, mais si vous voulez, on fait des exercices, je vous montre. Et elle me disait, qu'est-ce qu'on peut faire comme exercice? Et je lui disais, ben, on peut aboyer ensemble pour que vous trouviez, pour que vous entendiez votre capacité de résonance, la capacité de résonance de votre voix. Et elle m'a rien fait. Mais vous êtes sérieuse? Je dis, ah ouais, je suis hyper sérieuse. En fait, travailler sa voix, c'est jouer avec. Pourquoi pas aboyer? Elle dit, ah ouais, mais quand même, on est dans les bureaux et tout. Bon, au final, on a des petits aboiements. Mais moi, je fais plein de jeux assez drôles. Même quand je suis en cours collectif, on balance des Y, on aboie, on invente des mots. J'essaye d'apporter du ludique dans ce travail parce que on se sert très souvent de notre voix pour des choses sérieuses au travail, communiquer ou je sais pas, engueuler nos enfants. Je trouve qu'on s'en sert pas assez pour rire, on est dans un monde assez hard, tu vois, assez violent et euh, et on peut aussi se servir de notre voix pour se calmer, pour calmer l'autre, pour faire rêver, pour emporter dans une danse, emporter dans une histoire, pour rire, etc. Euh, Moi, je trouve ça beau, la douceur d'une voix. C'est important d'avoir une voix qui porte quand on a des messages importants à faire passer, mais c'est aussi important de travailler notre petite voix. Complètement. C'est pas grave d'avoir une petite voix, c'est ok. Ça veut pas dire grand-chose d'ailleurs, mais ça peut être très très fort une petite voix. Oui, et puis c'est toujours pareil, c'est par rapport à qui, par rapport à quoi, tu sais, Exactement. Mais c'est intéressant d'expérimenter ça. Quand les gens, les femmes me disent j'ai une toute petite voix, qu'est-ce que ça veut dire? Moi aussi, c'est ce que je disais quand j'étais petite, une petite voix. Mais une petite voix, c'est chouette. Si tu mets beaucoup de silence, tout est une question d'équilibre. Si tu vois, tu peux avoir une petite voix, mais une petite voix, encore une fois, qu'est-ce que c'est qu'une petite voix? Mais tu peux utiliser une petite voix pour faire passer des messages très forts. mais bien sûr. Sur le décalage, parce que tu vas mettre plus de silence, parce que le fait de ne pas parler trop fort, ça va demander à l'autre plus d'efforts d'écoute aussi. C'est Complètement. intéressant. Mais pour ça, il faut accepter de jouer et d'expérimenter. Moi, d'ailleurs, dans mon livre, j'appelle pas ça des exercices, j'appelle ça des expériences à chaque fois. C'est ça. Moi, Et j'invite à l'expérience. on a tous fait l'expérience de repas où on est plusieurs, où il y a toujours celui qui a la grosse voix et qui rit très fort et qui prend beaucoup de place, et celui qui a une petite voix et qu'on écoute parce que pour le coup, l'autre parasite aussi beaucoup dans la Ouais. grosse voix. Donc Ouais. tout ça, c'est une question d'équilibre, hein. Ouais, il y a un équilibre à trouver dans la voix. Et un équilibre aussi entre la voix qu'on utilise pour faire passer des messages Ouais. aux autres,
et puis la voix qu'on utilise pour se faire du bien, pour être bien. Il y a énormément de profs qui ont des soucis avec leur voix, de profs, d'instit, etc., parce qu'ils utilisent énormément leur voix. Ils ont besoin de faire porter enfin, eux pensent qu'ils ont besoin de crier toute la journée. Nous, on travaille plutôt à faire résonner, porter la voix pour pas qu'ils aient besoin de se faire mal aux cordes vocales. Enfin, pour ne pas qu'ils se fassent mal aux cordes vocales. Je sais pas du tout pourquoi j'en étais à parler des profs. J'ai perdu mon fil. Non, parce que c'est moi qui parlais de la personne à table qui parle fort et dont on entend toujours les vocalises et la petite qui essaie de placer son truc et ça fait silence et c'est important, c'est pareil dans la brouhaha, c'est quelque chose. C'est pareil chez les profs, c'est-à-dire qu'il y a aussi des profs que j'invite qui ont vraiment des cordes vocales fatiguées, que j'invite presque à chuchoter. C'est ça. C'est difficile parce que les élèves n'ont pas l'habitude, mais en jouant justement sur cet inconfort d'écoute que ça va susciter chez l'autre, en jouant sur l'articulation, parce que en chuchotant, tu es obligé de beaucoup plus articuler et à moins utiliser tes cordes vocales. Tu peux aussi te faire bien entendre. Après, on a aussi tous le souvenir d'un ou d'une prof qui parlait tout bas et qu'on n'écoutait pas parce que ça nous emportait pas du tout. Mais dans ce cas-là, c'est pas parce qu'elle parlait tout bas. C'est le discours qui est pas intéressant. C'est parce que le discours n'était pas intéressant ou qu'elle ne mettait pas d'intention ou pas d'énergie. C'est ça. On peut parler tout bas, mais avec plein d'énergie. Exactement. C'est pour ça que c'est important d'habiter notre voix. J'ai le nez bouché, désolée. Émilie, il est déjà 21h06. Oh putain! Le cri du cœur. Tu as eu un petit coucou de Suisse. Il y a eu pas mal de gens. Après, il n'y a pas de questions, il n'y a rien. Je ne sais pas si on peut continuer. J'espère qu'on ne va pas être coupé. Alors moi, on m'attend, mais je peux continuer un peu, puis je peux parler des heures de la voix. Je t'ai dit, quand la première fois qu'on m'a ouvert le micro, j'ai dit, oh là là, je vais plus jamais le lâcher. Donc oui, je peux faire un live de 4 heures si tu veux sur voilà. Non, après, tu sais, je crois que c'est limité Instagram et qu'à un moment donné, ils vont nous couper le micro. Et par contre, tu sais que cette vidéo, je vais la mettre en IGTV et après, je vais la mettre sur ma chaîne YouTube. Donc, pour ceux qui auraient envie d'avoir accès pour la montrer à ceux qui n'ont pas d'Instagram, ils pourront aussi la partager. Et je remettrai les liens de ton livre, de ton site, etc. pour que tout le monde puisse aller te rechercher et voilà, et découvrir ce bouquin voilà, aux éditions First avec plein d'exercices en 4 parties. Février, en plein début de reconfinement, ce qui n'était pas une... En fait, au début, il devait sortir vraiment au tout premier confinement. Donc, on a décalé sa sortie de 8 mois et au final, il est sorti au moment du deuxième reconfinement. Les librairies étaient quand même ouvertes, mais je ne pouvais pas faire de signature. Ça a été une grosse frustration pour moi parce que j'avais qu'une envie, c'était de faire des dédicaces, des événements des librairies avec des mini-ateliers, etc. J'ai rien pu faire. C'était hyper frustrant. C'est frustrant. Donc, en termes de communication, c'était pas le gros kiff. J'ai fait quand même 2 radios, mais c'est pareil, la plupart des radios, c'était ils te prenaient par téléphone. Donc, entre la déformation de la voix par la radio et puis en plus par le téléphone, c'était pas très intéressant. Bon, j'ai quand même fait une grosse émission sur France Bleu. J'ai dû faire 3 radios, mais ouais, en termes de communication, c'était pas l'idéal. Et bon, par contre, je me suis rendu compte que pas mal d'écoles de pros avaient commandé mon livre en masse pour les offrir à des élèves ou dans les bibliothèques des écoles d'audiovisuel. Donc ça, c'est vraiment cool. Et je me suis rendu compte par ce biais-là que là où je pensais avoir fait un livre vraiment accessible au tout venant, on va dire, il est aussi très apprécié par les pros. C'est vrai que j'ai essayé d'en mettre un peu pour tout le monde, mais je pensais pas qu'il intéresserait les pros à ce point-là. Et finalement, je me rends compte que voilà, j'ai eu aussi la chance d'avoir
une orthophoniste qui m'a beaucoup soutenue, qui a relu tout mon livre et qui m'a dit, voilà, il est béton d'un point de vue de l'orthophonie, c'est-à-dire que je propose pas de, justement, je propose de faire attention à sa propre voix, de jouer avec, etc., mais en sécurité et surtout de se faire du bien avec. Et ça, c'est important parce qu'il y a aussi beaucoup de gens qui travaillent leur voix et qui se retrouvent chez les orthophonistes après avec des rééducations parce que si on fait n'importe quoi, si on force trop dessus, on peut vraiment se faire mal. On peut se faire des bleus aux cordes vocales, des arrachements, etc., etc. Donc, voilà, c'est le moment auto-promo. En tout cas. Mais alors, tu vends pas tu vends pas la propolis et le petit pot de miel à côté. C'est pas la peine. Bah non, du coup. Donc, c'est ça qui est bien. J'ai un petit encadré où je donne quelques remèdes de grand-mère pour la voix parce que, en fait, ce sont des remèdes que m'a donné ma mère, donc de grand-mère un petit peu. Si j'imagine que les lecteurs sont mes enfants, du coup, ça devient des remèdes de grand-mère. Bref, ma mère est comédienne et elle est grand-mère aussi. Et elle est grand-mère aussi. Et elle m'a donné ses astuces à elle de comédienne, à savoir voilà, quelques inhalations, etc. Donc j'en donne. Mais en théorie, à partir du moment où on travaille en sécurité sa voix, on n'a pas besoin. Une bonne posture, en ayant bien trouvé ses médiums, etc., on n'a pas tellement de risque de se faire mal. Donc on n'a pas tellement besoin de compléter le travail par de la phyto, etc. Après, je trouve ça intéressant aussi que, enfin, si toi, tu as des trucs à donner aux gens qui me suivent, parce que j'ai pas mal de gens qui travaillent leur voix, qui me suivent, pas tellement parce qu'ils se font mal en travaillant leur voix avec moi, mais aussi parce que j'ai pas mal de journalistes, voilà, de comédiens, de comédiennes qui me suivent et qui peuvent, ne serait-ce que parce qu'ils utilisent énormément leur voix, et même avec une bonne technique, quand tu utilises énormément ta voix, il y a des moments à les fatiguer. Donc si tu as des trucs à donner, ça peut être l'occasion aussi. Moi, je connais pas fleur de bac, ça m'intéresse. Je vais pas te lâcher comme ça, c'est moi qui vais t'interviewer maintenant. Ouais, non, après là, on va être coupé. Non, après moi, en termes de fleurs de bac, tu sais que les fleurs de bac, elles vont pas traiter l'aphonie et la fatigue des cordes vocales. Mais non, moi, je suis plus sur l'émotionnel et sur l'introspection du voilà, ça m'a laissé sans voix. C'est voilà, et puis il faut que je sois un mec avec ma voix super grave. Là, oui, là, je peux intervenir, tu vois. Parce qu'au niveau pour cette problématique-là, de quelqu'un qui voudrait coller à une voix plus grave. Pour moi, derrière Émilie, il y a des peurs. Hein, il y a des peurs. Hein. Tu as peur de ne pas avoir ton job, tu as peur de ne pas être reconnu par ton père qui lui avait la voix grave et qui dirigeait l'entreprise. Tu as peur de te laisser marcher dessus par le boss. Enfin, je veux dire, et puis de la manque de confiance en soi, enfin, de la culpabilité de ne pas avoir été le mec alors que ton père attendait un garçon était une fille. Enfin, je veux dire, et j'en passe et des meilleurs. Tu vois la voix, parfois juste une demande comme Bien ça, sûr. paraître anodine. Évidemment. La voix révèle beaucoup que nenni. révèle quelque chose sur autre chose, mais c'est pas Évidemment. la voix qui va révéler, c'est notre désir de la changer. Et oui, mais non, on ne se change pas comme ça, on s'accepte, on se prend avec. Et la voix, elle module. On apprend à faire avec. Et c'est oui. ça qu'il faut, c'est de se dire, ok, qu'est-ce que je peux faire avec, avec qui je suis. Et Émilie, plus on fait avec, plus notre voix se mue et se transforme. C'est à partir de là qu'elle va se transformer. Et c'est ça qui est magnifique, c'est que notre voix, elle prend vraiment corps avec qui nous sommes à l'intérieur émotionnellement. Donc à partir du moment où c'est ok, la voix, elle se pose, ou elle se réaugmente, ou enfin, tout est fluide. Tout est fluide. Et ce qui est intéressant dans le travail de la voix, c'est que, tu vois, quand on travaille la voix, on travaille forcément l'émotionnel, puisqu'on travaille le corps. Et à la fois, en travaillant la voix, on va aller faire un travail sur les émotions avant, en étudiant comment fonctionnent nos émotions, etc., et comment elles impactent notre voix. Mais en travaillant sur la voix, on va faire aussi évoluer nos émotions. Exactement. Ça marche dans les deux sens. Parce qu'en travaillant notre voix, on va changer notre posture, changer notre façon de respirer. Et forcément, en modifiant notre posture et notre façon de respirer, eh bien, ça va jouer sur nos émotions. On va moins se laisser emporter par nos émotions si
on a une respiration plus lente, si on a une expiration plus lente, mais sans pour autant aller faire des phrases trop longues et du coup perdre notre souffle. On apprend énormément sur nous en travaillant notre voix, mais on apprend aussi à canaliser nos émotions. Et ça, c'est ouf parce que ça va dans les deux C'est sens. ça, C'est-à-dire que tu peux vraiment arriver à te calmer avec ta voix. complètement. C'est incroyable. Oui, oui, mais on l'a tous expérimenté, Par ça. l'exercice de la marche, par exemple, que je ne sais plus qui nous, Céline. ouais, enfin, on avait un témoignage là-dessus. Ouais, Par l'exercice de la marche parlée, on peut arriver à calmer nos émotions. En on le fait déjà avec nos enfants, ça, Émilie. Tu sais, un enfant qui arrive, qui est paniqué, et si tu dis, mais arrête, le môme, il se calme pas. Mais si tu descends et tu dis, calme-toi, calme-toi, Ouais, calme-toi. par mimétisme, déjà. L'enfant, déjà, il va se synchroniser avec ta voix et ça se destend et après on passe à autre chose. Donc, c'est intéressant aussi de Et ça. parfois, ça énerve aussi. Je sais pas si tu as déjà... Aussi. je sais pas moi. D'ailleurs, l'autre fois, j'étais face à un mec hystérique dans la rue, je sais pas ce qu'il lui a pris, bref. Et il voulait taper mon chien, il voulait tuer mon chien parce que je le tenais pas en laisse. Donc, à défaut de me tuer moi, il voulait tuer mon chien. Super. Il hurlait. Et, euh, et en fait, moi, je suis restée très calme. Et je me suis dit, comme ça, je vais l'inviter à se calmer. Bah, ça n'a pas du tout marché parce que le fait que je reste très calme et que je rentre pas du tout dans son jeu, ça l'a encore plus énervé. Donc, après, ça dépend aussi de qui on est en Bien face, sûr. etc. Euh, mais en tout cas, le fait que j'aille dans le calme avec ma voix, moi, ça me permettait de rester calme. Et ça, c'était important. Je voulais pas m'énerver face à lui. Et je savais que si je criais plus fort que lui, moi, ça allait me faire du mal. Donc, j'ai décidé de rester calme d'abord pour moi. Après, ça aurait pu avoir comme impact de le calmer, mais ça n'a pas du tout marché. Ça l'a énervé parce que justement, il aurait tellement aimé que je m'énerve comme lui, ça aurait été plus drôle. Bah, Donc, il a plus de il y a pouvoir, une hein. part de la réception du message qu'on ne peut pas maîtriser. Et ça, c'est aussi important euh, que les gens le comprennent. C'est-à-dire que on peut hyper bien maîtriser notre voix, hyper bien maîtriser notre respiration, etc. À un moment donné, la façon dont les autres le reçoivent, ça leur appartient aussi. Exactement. Et nous, on n'est pas là pour changer l'humanité, on va déjà nous changer nous, et puis on verra après, hein. Oh, alors salut Aline. Aline Siboni, elle me dit ravie de te voir, Émilie. Siboni, c'est quelqu'un de très important pour ce livre, enfin, qui y a contribué grandement, puisque voilà, elle fait partie de la maison d'édition First Ah, et très bien. des gens qui m'ont fait confiance. Et, et d'ailleurs, Aline, j'adore ta voix. C'est, j'adore lui parler. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé. Il faut qu'on se voit d'ailleurs, Aline, mais ça fait trop plaisir de l'avoir là. Voilà, bon, c'était le petit quart d'heure émotion. Et on a notre amie commune, Adeline, qui est là. Donc, Je voilà. vois tout le monde en fait. Spécial big up à Adeline. Bah écoute, je ne sais pas, tu sais, faut que tu scrolles et que tu regardes parce que Moi, je vais pas faire ça comme ça, sinon je vais faire un petit coucou à tout le monde. Coucou tout le monde, c'est cool. Nicolas from Paris aussi, coucou Nico. Bon bref, il y a plein de beaux mondes. Je suis contente parce que je suis dans le fin fond de mon Berry et qu'on appelle communément le trou du cul de la France. c'est un peu Et au là, centre, quoi. j'ai été chez des voisins pour avoir de la Wi-Fi. Tellement, bon, bah, on n'a pas de connexion, ça reste une zone assez blanche. Et tant mieux d'ailleurs. Je suis un peu en désintox digital là-bas. Et voilà, ça c'est tout drôle de voir tout le monde là. Et ben merci à tes voisins. C'est super, Ouais, ils sont super, mes voisins, ils ont la c'est Wi-Fi. adorable. Ils doivent être deux dans le village à avoir la Wi-Fi. Donc voilà, bon, le village est petit, donc on se connaît facilement. Et je leur ai dit, c'est hyper important pour moi d'honorer cet échange et ce rendez-vous, ce live. Donc voilà, ils m'ont autorisé à venir chez eux et ça a pu se faire. Je suis trop contente. Et Et ben je merci. me reconnecte au monde grâce à cette Ouais. interview. Et Je ben reviens la semaine prochaine, hein, mais voilà, là j'étais un peu en désintox. D'ailleurs, si on me demande, enfin en détox, si on me demande ce qui s'est passé dans le monde ces 3 derniers jours, je n'en sais rien. Je suis complètement ailleurs.
Émilie, merci. Merci à tous d'avoir suivi ce live. Et puis ceux qui le regarderont en replay, bah, écoutez, bienvenue par ici. Ouais, bienvenue. Merci à tous de nous avoir suivis. Moi, j'adore vous sentir là, quelque part, avec nous, et me dire que nos voix, plus que nos images même, mais nos voix ont été un lien avec vous et le seront puisqu'on sera en rediffusion, ont été un lien avec vous à travers, on sait pas, à travers la toile, les étoiles. Oh, c'est beau. Ah, il y a des petits cœurs qui arrivent là. Ouais, non, Bonne soirée. c'est quand même un lien hein, avec le monde, la voix. Bah, Donc, bien sûr. pas oublier ça. À bientôt. À bientôt. Merci Nathalie. Bonne Merci à toi. soirée. Bonne soirée. Bon dîner. Joyeux dodo. Ciao. Ciao.